Aujourd'hui, la lingerie féminine s'affiche sans retenue. À chaque coin de rue, le regard est accroché par des morceaux de corps surdimensionnés. Les vitrines proposent des strings comme cadeau de fête des mères. Les jeunes filles mettent leurs jartelles par-dessus leurs jeans, leurs combinettes par-dessus leurs pulls. Cette exposition banalisée du corps féminin, véritable phénomène de société, nous a conduit à nous interroger sur le rôle et l'histoire des dessous féminins à travers les siècles. Actuellement, sous une apparence de futilité, les dessous féminins constituent un véritable enjeu économique. Le volume financier de l'industrie de la lingerie représentait 2,6 milliards € en 2003. La Française dépense 131 € par an pour cet article. Ce chiffre ne cesse d'augmenter. C'est dire si, délicatement manipulés par des mains d'hommes d'affaires, ces petits morceaux de soie ou de tulle sont traités avec respect et considération. Sophie Malagola fait partie d'une nouvelle génération qui propose une création qui répond à la demande de ce fructueux marché. Amour, gloire et beauté. La lingerie sexy qui est devenue quelque chose de plutôt banal, hein, c'est vrai, mais quand je dis sexy d'ailleurs c'est érotique. Bon, c'est peut-être un lien avec un grand déballage qui existe un peu partout, qui existe à la télévision, et peut-être que l'intimité aujourd'hui est moins respectée qu'avant, et donc ça va jusqu'à la lingerie, à mon avis, c'est lié. Face à ces énormes investissements, les industriels font appel à des spécialistes dont le rôle est de flairer les moindres frémissements de la société. Ils éditent des cahiers de tendance, véritables baromètres de l'évolution de la consommation. D'un seul coup, il y a eu une explosion sur le corps, et vous savez bien qu'aujourd'hui, le corps, c'est plus important que la tête, par exemple. Hein, on n'arrête pas de le dire. Les vieux du stade, tous ces gens-là sont bien plus importants que les intellectuels. Donc, le corps est devenu tellement important que finalement, il n'a plus tellement de valeur taboue. On a trop rigolé avec, trop joué avec. Les musées témoignent des liens que l'histoire entretient avec la mode. Le vêtement serait-il, à chaque époque et pour chaque société, le reflet de la politique, de la morale et de la religion? Serait-il, comme l'écrit Proust, cet appareil délicat et spiritualisé d'une civilisation? D'une façon plus souterraine, le sous-vêtement serait-il l'expression de différents pouvoirs, notamment celui des femmes dans un univers dominé par les hommes? Dans l'Antiquité, en Égypte, en Grèce, dans l'Empire romain, les femmes sont nues sur leurs robes moulantes, ce qui favorise la libre sexualité. Les tuniques sont taillées dans du lin, étoffe légère et fraîche. Les artifices de la séduction se réduisent à l'emploi de bijoux, de fards et de parfums. Héritée de la tunique gréco-romaine, la chemise du Moyen-Âge devient le seul sous-vêtement que les femmes porteront pendant des siècles, jusqu'à une époque moderne. Sur cette fresque de Giotto, Colère arrache sa chemise. À l'époque médiévale, l'Église enjoint aux femmes de se comprimer les seins sous la chemise pour gommer leur féminité. Dans le roman de la Rose, il est écrit « Et si elle a les seins trop gros, qu'elle prenne un fichu et un carré d'étoffe, qu'elle les mette sur la poitrine, qu'elle s'en fasse serrer et ceindre les côtés tout autour, puis attacher le tout, ainsi ficelé, elle pourra aller se divertir. » Au
XVe siècle, le Décaméron de Boccace, long récit à connotation érotique, atteste du port de la chemise comme grande constante de l'histoire. Un fabliau de l'époque nous conte « Elle saute du lit toute nue et rebrousse chemin, n'en emportant que sa chemise ». Dans l'intimité d'un foyer du XVe siècle, une paysanne soulève sa robe d'où dépasse une chemise de toile. Pour des raisons d'hygiène, cette chemise est blanche. On peut la faire bouillir. La chemise est la même pour les femmes et pour les hommes. Elle est parfois rehaussée de motifs. C'est l'époque de la guerre de 100 ans et de la Grande Peste. Malgré tout, l'aristocratie s'étourdit dans le luxe. Au lendemain de ces années de deuil, un nouvel appétit de vivre provoque une forte croissance démographique. Dans le même temps, les Flandres, profitant de leur neutralité, développent une industrie textile qui perfectionne les techniques du tissage et des teintures. Cette amélioration des conditions de vie favorise le goût du luxe. On le voit à la richesse des costumes et des chemises qui dépassent les robes féminines. Mise en évidence par les décolletés ou aperçue au bas des manches du vêtement, la chemise du XVIe siècle est confectionnée dans des étoffes fines, plus amples, avec des emmanchures raglant, une nouveauté. Elle s'orne de broderies ou se ferme par des boutons. La Renaissance amène un autre état d'esprit, un autre regard sur le corps féminin, un certain trouble sexuel. Au XVIIIe siècle, la souplesse, le brillant de la soie utilisée pour les chemises féminines souligne la ligne du corps. Elles soumettent les hommes aux pires tentations. L'idéologie révolutionnaire aura raison de ce nouveau luxe. Honoré de Balzac dira « La révolution fut aussi un combat entre la soie et le drap ». Signe des temps, John Galliano, l'un des plus grands créateurs du moment, ose une collection haute couture entièrement constituée de pièces de lingerie à porter en tenue de soirée. Galliano s'inspire des corsets du XVIIIe siècle utilisant les coloris de la Pompadour. À travers sa longue histoire, le corset sera la pierre angulaire dont dépend tout l'édifice du costume féminin. La silhouette de femme corsetée apparaît dès le Moyen-Âge. Les robes sont lacées par-dessus les chemises, serrant ainsi le buste. Ce lassage dont parlent les fabliaux érotiques fait partie de l'imaginaire masculin. Il prit la dame par le poing, tous deux allèrent à part dans un recoin, il la délaça, la déshabilla sur un lit de paille fraîche. La douce féminité du corset lacé se retrouve dans l'esprit du bustier de cette robe du soir, créée par Christian Lacroix. Ce lassage, qui va en se rétrécissant de haut en bas, était en vogue en Europe du Nord au XVIe siècle. On découpait la robe au niveau du ventre, comme le montre ce tableau de Cranach et ce portrait de Marguerite d'York, troisième femme de Charles le Téméraire. Le corset lacé reste une valeur sûre dans la panoplie de la séduction. Il est repris au XXIe siècle, dans la collection sophistiquée de la marque italienne La Perla, une des premières à avoir mis à l'ordre du jour l'érotisme chic. Le lassage met en valeur les seins qui saillent du corset. Au Xe siècle déjà, la poitrine était soutenue par un large bandeau. On nous dit que certaines coquettes, insuffisamment gâtées par la nature, n'hésitaient pas à glisser sur leur chemise des coussinets rembourrés en forme de pomme.
À l'inverse, les romaines, elles, se comprimaient les seins dans un bandeau pour gommer leur féminité à une époque où la femme avait un statut inférieur à l'homme et où la bisexualité était répandue. Au XVe siècle, Agnès Sorel, favorite de Charles VII, saura jouer de sa séduction pour tenir un rôle politique de premier plan. Elle lancera la mode, un sein dedans, un sein dehors. Cette mode évoque la femme au serpent, déesse de la fécondité datant de 1700 ans avant notre ère, découverte en Crète. Au XVIIe siècle, le corsage s'appelle gourgandine, sorte de corset lacé et maintenu par des agrafes appelées bouton-train, tathésie, parfait consentement. Ce terme de gourgandine est passé dans le langage courant comme synonyme de femme de mauvaise vie. Dans les milieux aristocratiques, il en va tout autrement. Sous Marie de Médicis, les corsets se rigidifient jusqu'à écraser les seins, sous l'influence janséniste qui exigeait l'austérité des mœurs. La mode du XVIIe siècle s'est assagie avec la montée de la bourgeoisie au pouvoir. L'arrivée de Madame de Maintenon, maîtresse de Louis XIV, effroyable bigote, asservit toute la cour et installe la peur rigoriste. Au XVIIIe siècle, les femmes deviennent influentes en créant des salons littéraires. Elles jouent un rôle grandissant dans la vie culturelle. La coquetterie et la mode à la cour les obligent à porter des corsets extrêmement contraignants qu'elles dissimulent sous des fatras de nœuds et de dentelles. Elles mettent ainsi leur santé à rude épreuve. Certaines avortent, d'autres ont la colonne vertébrale déformée. Les prédicateurs sont impuissants à raisonner les femmes. Rien ne peut empêcher une jolie femme de se comprimer l'estomac pour mettre ses seins hauts et bien en vue. À la fin des années 80, Christian Lacroix ressuscite les corsets disparus depuis la guerre de 14. Il met sur le podium une collection qui déchaîne la presse, agace les féministes, mais que, tout comme par les siècles passés, les femmes adorent. Moi, ce que j'ai essayé de travailler, c'est quelque chose qui était directement issu de la peinture, on va dire. La peinture, c'est quelque chose que j'ai regardé depuis toujours, le costume historique, et que j'ai aimé retrouver ces espèces de femmes souveraines au sens premier, quoi, espèces d'impératrices, de reines, qui sont d'ailleurs dans l'allure des gitanes. Moi, je trouve toujours l'impression un peu comme les africaines, des espèces de divinités ou de femmes qui règnent comme ça. Et j'ai eu envie, parce que c'était aussi les études que j'avais faites sur l'histoire du costume et de la peinture, de retrouver ces silhouettes perdues, que ce soit avec un buste très allongé, un peu à la manière élisabéthaine, ou des choses beaucoup plus charmantes, on va dire, un peu Pompadour. Le costume arlésien, parce que quand même, bon, c'était un costume 18e qui faisait appel à un certain corset. Et que ce soit avec les corsetiers de Paris ou de Londres, j'ai essayé chaque saison d'explorer un peu ça, où le costume plus 19e, ces corsets très sabliers, comme ça. Puis toute la série de tout ce qui a pu exister, du 19e jusqu'à la guerre de 14, où il disparaît complètement.